Bonjour à tous, bienvenue à ce 10 minutes chrono pour démarrer votre entreprise sans surprise. Madame Régine Ternard, conseillère à la Chambre des métiers et de l'artisanat, et moi-même, Anne Becker, conseillère à la Chambre de commerce et d'industrie, nous allons vous sensibiliser sur les points de vigilance afin de démarrer son entreprise en toute sérénité. Nous vous invitons à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition et nous traiterons bien sûr vos questions à la fin de la présentation. Sachez aussi que les conférences sont enregistrées et visibles sur YouTube. Je pense que vous avez déjà dû en assister à quelques-unes d'entre elles. Nous allons voir donc dans un premier temps les points de vigilance à vérifier avant la création de son entreprise. J'espère que vous avez également signé vos contrats d'assurance. Vous connaissez votre régime de protection sociale. Vous pouvez d'ailleurs visualiser en replay sur YouTube une conférence sur maîtriser la protection sociale du dirigeant, par exemple. Vous avez une mutuelle. Vous avez informé votre mutuelle de votre changement de régime si vous êtes passé en travailleur non salarié. Les statuts ont-ils été enregistrés auprès des services fiscaux? Avez-vous protégé votre nom commercial, votre marque? Alors, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'INPI, c'est-à-dire l'Institut national de la protection intellectuelle, qui justement peut vous protéger votre marque, un nom commercial. Voilà, ils ne sont pas non plus que pour des produits innovants, ils sont également là pour vous protéger par rapport au nom commercial de votre entreprise. Vous êtes en conformité avec la réglementation générale sur la protection des données si vous montez un fichier client. Vous êtes en conformité avec la réglementation liée à l'accessibilité et oui, et surtout si vous êtes en ERP, c'est-à-dire un établissement recevant du public, il faut absolument que vous soyez en règle sur toute forme de handicap. Si votre local ne le permet pas, n'hésitez pas à prendre contact avec votre commune ou avec des conseillers qui pourront également vous accompagner pour le montage d'un dossier. Au niveau des conditions générales de vente, ont-elles été rédigées? Comme par exemple le contrat de vente, de prestation, ou tous les contrats sont-ils prêts pour l'ouverture de l'entreprise? Les documents commerciaux comme les devis, les factures, les bons de commande, les bons de livraison, tout cela sont-ils prêts? Avez-vous choisi un expert comptable? Eh oui, votre expert comptable va être un partenaire tout au long de votre vie entrepreneuriale. Avez-vous ouvert un compte bancaire? Avez-vous fait une déclaration auprès de la SACEM? C'est dans le cas où vous diffusez de la musique dans votre entreprise. C'est des petites choses auxquelles on ne pense pas, mais qui peuvent coûter cher si jamais vous le faites sans avoir été déclaré. Connaissez-vous votre convention collective? Avez-vous vérifié que votre activité nécessite une qualification professionnelle? N'hésitez pas à revenir auprès des conseillers de la Chambre de commerce et d'industrie ou de la Chambre des métiers et de l'artisanat pour être sûr que vous êtes en règle. La répartition des tâches est-elle clairement définie au sein de votre entreprise? Vos horaires d'ouverture sont-ils à jour sur Google, par exemple? Également sur la porte de votre commerce? Et avez-vous obtenu votre CABIS ou le D1 pour les artisans? Comment on analyse la performance de l'entreprise? Eh bien, par des indicateurs pertinents. Il va falloir que vous communiquiez sur vos tableaux de bord. Ce n'est pas parce qu'on réalise un document qu'il faut le garder bien soigneusement dans un classeur. Non, au contraire, c'est un outil de travail. Il faut que vous puissiez l'utiliser facilement, qu'il soit bien rempli, qu'il soit clair. Il doit pouvoir être lu par tous vos collaborateurs. Il faut que vous fassiez une mise à jour en temps réel. Oui, il va falloir pouvoir, par exemple, connaître le chiffre d'affaires réalisé à l'instant T. Essayez d'automatiser l'intégration des données. Par exemple, avec des logiciels de caisse, cela va vous faciliter la gestion journalière de votre entreprise. Vous pouvez même être presque en relation directe avec vos fournisseurs pour une passation de commande, par exemple. Ne pas hésiter non plus à ajouter des annotations et des commentaires. Il faut rendre ce document attractif.
Nous allons voir un tableau de bord de gestion. Ce tableau de bord de gestion doit tout d'abord être un outil d'aide au pilotage. En tant que chef d'entreprise, vous êtes, je dirais, le pilote de votre entreprise. Et ce tableau de bord doit analyser les résultats de la gestion de l'entreprise et de les rapprocher, de les comparer des prévisions qui ont été établies. Il doit être également un outil d'anticipation, de ne pas attendre que les faits se réalisent, mais d'être toujours en avance par rapport à ce qui se passe, et donc qui permet de prévenir, d'anticiper d'éventuelles difficultés financières, de trésorerie ou de recrutement. Il doit également être un outil d'aide à la décision afin de prendre des décisions éclairées en cas d'écart entre les prévisions et le réalisé, et de mettre en place des mesures correctives et un plan d'action qui permettra de tendre vers les prévisions qui ont été envisagées. Voici par exemple un exemple de tableau de bord de gestion. Donc là, on raisonne mensuel puisqu'on est sur le mois de janvier, mais on peut le faire en mensuel, en journalier, en hebdomadaire. On a bien une partie prévision, réalisation et bien sûr l'écart nous permettant de vérifier si on est dans la ligne qu'on s'était donnée au moment de la création. Donc, quelques indicateurs commerciaux. Donc, bien évidemment, en premier, le chiffre d'affaires facturé. Donc, importance du chiffre d'affaires facturé, c'est que toute prestation, toute vente doit être réalisée et facturée dans la foulée. Une quantité en volume, donc c'est le nombre de produits vendus, le nombre de prestations, le nombre d'heures en fonction de votre activité. Le nombre de commandes effectives, voilà, c'est aussi de pouvoir concrétiser et matérialiser les commandes et les devis qui ont été faits entre une commande et un devis et une commande, pardon. Le nombre de contacts clients, c'est aussi de pouvoir mesurer le nombre de clients qui ont été contactés. Le nombre de clients représentait 80% du CA. Ça signifie tout simplement d'avoir une vigilance par rapport à une forte dépendance auprès d'un client. C'est-à-dire que si vous avez un client qui vous fait 80% du chiffre d'affaires, il peut y avoir une vigilance quand même et une précaution, c'est-à-dire que vous avez une dépendance vis-à-vis de ce client-là, et que si le jour où il vous abandonne, vous vous retrouvez avec 80% du chiffre d'affaires qui est perdu. Et bien évidemment, de savoir le nombre total de clients. Alors après, on peut les qualifier des clients, on va dire, occasionnels, et puis le client fidèle qui vient et qui revient. Ensuite, quelques exemples d'indicateurs commerciaux. Donc, le nombre de commandes enregistrées, le nombre moyen de commandes. On peut aussi, en fonction de l'activité, parler de panier moyen. Le nombre de devis en cours. Le pourcentage de clients qui passent commande après un devis, ce qu'on appelle un taux de concrétisation. Voilà, j'ai émis 50 devis. Sur ces 50 devis, combien ont passé commande, combien de devis sont passés de devis à commande. Le nombre total de clients, on l'a déjà vu tout à l'heure. Le délai de fabrication de livraison. Et puis, chose importante, notamment par rapport à la trésorerie, de suivre le montant de ces impayés qui, à un moment donné, si ce montant-là devient trop important, peut avoir de graves conséquences sur la trésorerie de l'entreprise. On peut ensuite, en fonction de l'activité, définir des indicateurs spécifiques à l'activité. Donc, on a parlé du panier moyen, mais par exemple, sur une activité de restauration, on peut aussi avoir un indicateur du nombre de couverts, par exemple.
Voilà, eh bien, nous voulions vous sensibiliser aux différentes actions à mener, mais également de ne pas hésiter à contacter votre conseiller référent. Nous assurons bien évidemment un suivi post-création également. Voilà, nous allons prendre quelques minutes pour répondre à vos questions. Donc, nous en avons une de Sylvie. Peut-on démarrer son activité si notre demande d'immatriculation est en cours de traitement? Alors, en ce qui nous concerne, si vous avez déjà un CABIS ou un document qui justifie l'ouverture de votre structure, si c'est juste comment je dois dire, un impondérable postal, effectivement, vous pouvez déjà commencer à prospecter et à mettre en place certains éléments de négociation. Je pense qu'il en est de même pour vous au niveau de la Chambre des métiers, Régine. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un dossier de demande d'immatriculation est déposé et qu'il soit complet, l'activité peut démarrer, même si le D1 ou le certificat d'immatriculation n'est pas encore délivré. Le dossier de demande d'immatriculation fait foi pour le démarrage d'activité. Alors, Mélanie nous demande si en micro-entreprise, il est conseillé d'avoir un comptable. Alors, sachez quand même que c'est la forme juridique la plus facile et la plus simple qui, justement, ne nécessite pas d'avoir un comptable. Pourquoi? Puisque vous ne déclarez qu'un chiffre d'affaires hors taxe auprès de l'URSSAF et que c'est en fonction de cela qu'on vous enlèvera les abattements sociaux et fiscaux. À voir. Si vous considérez qu'au niveau de votre test d'activité, vous allez passer sur une déclaration au réel, là, il vous faudra forcément un comptable. Mais si vous restez en franchise de base de TVA, hein, comme ça l'indique en tant que micro-entrepreneur, vous n'en avez pas besoin. Myriam nous pose la question en SASU, faut-il un comptable? La réponse est claire, c'est oui. Voilà. La SASU est une entreprise, c'est une société, donc elle nécessite un comptable, un bilan, voilà, avec une vérification des comptes. Donc la réponse est oui. Si on peut peut-être globaliser, Régine, toutes les formes juridiques nécessitent un expert comptable, sauf la micro-entreprise. Qu'en penses-tu? Alors, j'irai un petit peu plus loin. La micro-entreprise, effectivement, quand on est en franchise de base de TVA, ne nécessite pas de comptable puisqu'on est dans une logique de recettes-dépenses. Par contre, effectivement, à partir du moment où vous êtes assujetti à la TVA, puisque je vous rappelle que l'on peut être assujetti à la TVA tout en gardant le statut de micro-entreprise, il peut être intéressant et je dirais d'avoir un comptable pour faire cette déclaration de TVA. Il n'y a pas d'obligation, mais ça peut être une préconisation. Alors, on nous remercie. Ben, merci à vous, hein, parce que vous avez été très actifs au niveau de la participation. Merci, à demain. Super, Pierre. Ben, vous nous rencontrez sur le salon. Très bien. Doit-on faire une déclaration SACEM pour des événements occasionnels, comme par exemple un dîner-concert? À partir du moment où vous éditez de la musique, c'est la SACEM qui est votre correspondant, effectivement. Ils ont des droits. Retournez, allez vers la SACEM, posez-leur la question directement. On a un peu de chance aujourd'hui. Ah bah super, vous voyez, on vous donne même le lien. Si nous rédigeons, alors Régine, je vais te laisser un petit peu. Hein. Voilà. Si nous rédigeons les statuts, seuls qui font les démarches. Alors là aussi, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'interdiction. Mais les statuts sont quand même un élément important de la vie de l'entreprise, puisque en cas de difficulté, la première chose qui va être le document vers lequel on va aller, ce sont les statuts pour voir ce qui a été écrit. Donc, si dans ces statuts-là, il manque des rubriques, et ben en fait, on va se retrouver face à un vide. Donc, on peut trouver des modèles de statuts sur Internet, pas de souci. Mais ce sont des statuts qui sont, on va dire, très généralistes. Dans les statuts, on peut y mettre et on peut les personnaliser. D'où, là aussi, ma recommandation, c'est que des statuts, je vous invite à les faire rédiger avec un service juridique
d'un cabinet comptable ou autre, mais c'est quand même un élément juridique et qui doit être fait par un professionnel, par un expert. Même si vous êtes associé unique, il y aura quand Voilà. même la rédaction de statut. Vous voyez, on vous incite justement à venir demain, puisque nous aurons l'ordre des experts comptables qui seront présents au niveau du salon. Voilà, ben écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, nous allons donc clôturer bien, ce 10 minutes chrono en vous invitant, pour certains, on sait qu'ils viendront déjà, bien, de nous rejoindre demain sur le salon dans les locaux de la Chambre de métiers de l'artisanat à Metz. Bien sûr, sachez que l'inscription est obligatoire. Donc, rendez-vous sur le www.salon-du6go.fr. Et il nous reste donc à vous souhaiter une excellente continuité dans vos projets et à bientôt. Régine, merci d'avoir été avec moi et je te laisse le mot de la fin. Merci Anne. Donc, merci à vous tous pour votre participation et qui plus est active. Une bonne continuation dans l'élaboration de vos projets, un bon salon Go et surtout, n'hésitez pas à contacter vos conseillers référents pour avoir des informations individualisées et personnalisées. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.